en proportion à la naissance, le nombre d'anomalies liées au nombre de chromosomes est beaucoup plus important que celui lié aux anomalies de structure. Bon, ça c'est juste, c'est pas le genre de choses à apprendre. Il reste, en termes d'anomalies, ce qu'on appelle les micro-remaniements liés à l'existence, je ne sais pas pourquoi j'ai corrigé, pas les duplicants ou duplications segmentaires. Donc vous mettez duplication segmentaire, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi cette version n'a pas pris ce que je lui avais marqué. Enfin, peu importe. On va y revenir. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu là aussi lors du premier cours, ce qu'on appelle les duplications segmentaires. Okay, ce sont des stretches de 10 à 400 kilobases, donc des régions d'ADN, qui sont répétées au niveau d'une région chromosomique, espacée de 100 à 4 mégabases, 100 kb à 4 mégabases. Et le problème, comme je vous l'ai dit également, elles peuvent favoriser, enfin, je ne vous l'ai pas encore dit, elles favorisent des recombinaisons particulières qu'on va voir tout de suite. Donc ces régions se trouvent au niveau donc, des régions centromériques. Notez par rapport au schéma que je vous avais donné précédemment de l'architecture du génome, j'ai ajouté ces petites flèches bleues qui simplement sont les séquences satellites qui sont péricentromériques et que j'avais oublié de mettre dans le précédent schéma. Donc voilà en termes de structure, et si je vous pose une question, ce schéma-là cette brochette-là qu'il faut retenir. Bien. Donc elles sont situées à ce niveau-là. Et donc, au moment donc, de la méiose, les chromosomes donc, vont s'aligner normalement comme ça. C'est une recombinaison entre homologues et elle est en plus allélique, c'est-à-dire que les différents allèles des gènes ou les régions identiques vont se mettre les unes à côté des autres. Donc c'est une recombinaison normale, ce qui se passe normalement lors des méioses, et ça vous donne cela, globalement, grossièrement. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des recombinaisons homologues, HR, non alléliques. C'est-à-dire, dans la mesure où vous avez ici ces duplications segmentaires, qu'elles peuvent être de grande taille, de 400 kilobases, elles peuvent servir de substrat aux recombinaisons lors de l'appariement chromosomique. Et dans la mesure où elles sont identiques, que ce 1-là vienne à côté de ce 1-là, ou ils viennent à côté de celui-là ou de celui-là, c'est pareil. Elles sont identiques, elles sont très proches à 97%. Et donc, s'il existe une recombinaison lors de cet appariement méiotique, vous comprenez tout de suite quels sont les deux bras chromosomiques que ça va générer. Regardez. Vous partez ici, donc on va prendre dans ce sens-là, grand A, grand B, mais vous allez avoir une recombinaison, donc vous allez avoir une cassure ici et ici, et vous allez reprendre ici. Vous avez fait grand A, grand B, mais vous retournez à petit b, C, D, E. Vous voyez donc que vous avez 2B. Vous avez donc, du fait de cette recombinaison entre homologues, mais qui n'est pas allélique, vous allez avoir une duplication de B. Et vous allez avoir l'inverse. Vous allez partir de A, vous allez monter ici, il n'y a plus de B, et vous passez directement à CD. Vous allez avoir une délétion de B. Donc, l'existence de ces séquences des duplications segmentaires sont le substrat à des recombinaisons anormales qui se font entre homologues, mais qui ne sont pas alléliques. Ça, il faut que vous l'ayez compris. Parce que ça va vous générer des micro-remaniements qui peuvent être des micro-délétions ou des micro-duplications que l'on ne va pas voir au karyotype. Parce que c'est petit. C'est petit parce que la distance en général entre ces segments, ça fait, comme je vous ai dit, 100 kb, grand maximum 1,52 mégabases. Donc, vous ne verrez pas, c'est jamais supérieur à 5 mégabases. Donc, vous les verrez très rarement, exceptionnellement, au karyotype. Et pour voir ça, évidemment,
soit c'est un syndrome que vous connaissez, que l'on peut dire, tiens, ça ressemble à ça, je fais la sonde de la région, mais souvent, les syndromes ne sont jamais très clairs, et donc c'est surtout par ces GHRE aujourd'hui qu'on détecte ce type d'anomalie, bien sûr, même si c'est récurrent. Ou bien, vous pouvez aussi avoir ce genre de configuration, deux chromosomes qui vont s'appareiller tête bêche, avec une recombinaison ici, vous partez d'ici A, vous parlez encore A, les autres bras vont disparaître parce que là, il ne peut pas avoir de chromosome parce qu'il n'y a pas de centromère. Donc ça va être éliminé. C'est-à-dire, cette recombinaison ici, tac, 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 et sans centromère, donc elle va être éliminée. Par contre, il va rester cette petite chose qui, en fait, représente en fait un petit marqueur, les marqueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être dangereux. Ça dépend du contenu de ce qu'il y a dans A. Des fois, il n'y a pas de région codante, donc ce n'est pas dangereux, mais des fois, il y a des régions codantes et c'est dangereux. Donc, lorsque ça apparaît en prénatal, il faut absolument déterminer est-ce qu'il y a de l'euchromatine codante ou pas dans ce chromosome qu'on appelle dicentrique et qu'on dit iso parce que c'est A et A. On dit donc iso-dicentrique, mais ce n'est pas ce que je vous demande de retenir. C'est le mécanisme global que je vous demande de retenir. Donc, micro-remaniement généré par l'existence des duplications segmentaires qui vont favoriser des recombinaisons entre chromosomes homologues, mais qui cette fois n'est pas allélique. NAHR. Vraiment, je vous demande de retenir ça dans le mécanisme. Juste, pas pour le fun, mais juste, c'est une autre façon de voir les choses. Lorsque les séquences, lorsque vous pouvez avoir, en fait, avec ces recombinaisons, entre différents chromosomes, vous pouvez avoir ça, mais vous pouvez avoir, au niveau intrachromatidien, c'est une chromatide qui va se replier sur elle-même, et dans ce cas de figure, parce que là, si les deux duplicons, bon, artificiellement, on les a mis très éloignés, mais c'est artificiel, vous pouvez avoir une recombinaison ici et provoquer en fait une délétion. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas avoir de duplication. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le taux de microdélétion est quand même un peu supérieur au taux de microduplication à cause de ce type de phénomène. Alors aujourd'hui, en termes d'anomalies récurrentes, on en connaît, en termes de tableau clinique, on en connaît à peu près une cinquantaine. Je vous ai mis ça là. Alors évidemment, vous devez tout noter pour retenir par cœur. C'est évident, hein. La plupart des chromosomes sont concernés, mais certains chromosomes sont concernés plus que d'autres. Vous voyez, le 15 est très concerné. Le 16 aussi. Vous voyez, le 15, il y a beaucoup de 15. Il y a beaucoup de 16, peu de 17. Il y a des chromosomes qui sont très peu concernés parce que tout simplement, il n'y a pas justement ces duplications segmentaires. Donc les duplications segmentaires, c'est un type de séquence qui génère beaucoup de remaniements récurrents. En l'occurrence, des micro-remaniements à cause du mécanisme dont je viens de vous parler. Donc, ces anomalies de structure, ça aussi, je vous demande en termes de vocabulaire de bien retenir ça. Ces anomalies de structure récurrentes sont appelées désordres génomiques. Pourquoi le mot désordre génomique? C'est appelé désordre génomique ou c'est l'idée que ce sont des maladies du génome. C'est des maladies du génome parce que, justement, il existe, c'est pour faire la différence avec les mutations, qui sont des changements qualitatifs de la séquence, alors que là, ce n'est pas un changement qualitatif, c'est un changement dans l'architecture. C'est lié justement à la façon dont il est constitué. C'est parce qu'il est constitué comme cela qu'il y a ces anomalies, elles sont récurrentes, et donc il a été décidé de nommer cela désordre génomique. Donc, ça veut dire le désordre génomique est lié à des particularités du génome, soit les duplications segmentaires, on vient de voir, qui vont provoquer du NAHR,
soit des palindromes qui vont provoquer une récurrence de quelques translocations, mais qui vont être récurrentes, comme la 1122 par exemple. Soit de l'ADN particulier qui est par la conformation classique de l'ADN Z par exemple, qui dans certaines régions va entraîner des cassures plus qu'à d'autres endroits. Ou l'existence de séquences ALU ou line, des séquences répétées, je ne vais pas traiter ça là, mais qui peuvent favoriser aussi, plus souvent, lorsqu'elles sont très nombreuses à des endroits, des anomalies qui peuvent être récurrentes. Et c'est pour ça que l'on parle de maladie du génome ou de désordre du génome. Et ça, c'est, par exemple, si on prend les micro-remaniements liés aux duplications segmentaires, je vous ai expliqué que la fréquence des duplications segmentaires est caractéristique de l'homme. C'est chez les humains qu'il y a autant de duplications segmentaires. Donc, les micro-remaniements sont spécifiques des humains. Ils ont, encore une fois, ils sont intervenus pour l'apparition des humains, pour leur séparation d'autres espèces. Parce que je vous ai expliqué que dans ces duplications segmentaires, la diversité génique existe et elle apparaît. Elle a accompagné notre apparition. Mais comme toute chose, il y a toujours la rançon de quelque chose. C'est toujours comme ça, partout. Eh bien, la rançon ici, ce sont les micro-remaniements. Ce sont les maladies, en tout cas, ce type de désordre génomique lié aux duplications segmentaires, lié donc à la recombinaison homologue non allélique. Donc, retenez toujours ceci. Oui, c'est vrai, le génome bouge, il génère de la diversité, mais certaines fois, cette diversité va générer une architecture qui, elle, va occasionner d'autres choses. En l'occurrence ici, les désordres génomiques. Alors, juste quelques mots sur la clinique des anomalies chromosomiques. On a vu beaucoup de choses. Hein. On a vu, là, vous connaissez normalement, en gros, beaucoup de choses sur l'architecture de notre génome. Vous savez comment cette architecture se manifeste. Vous savez qu'elle contient un peu l'histoire de notre espèce et des espèces qui existent sur cette Terre. Vous avez vu quelques éléments sur la physiologie donc, des chromosomes, comment ceci intervient dans l'expression des gènes. Vous avez vu vous connaîtrez lorsque vous aurez appris, en fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà encore appris, en tout cas, on a vu toute une série d'examens, de techniques qui nous permettent d'aller regarder, de détecter des anomalies. Nous avons vu les anomalies, qu'est-ce qu'elles peuvent être. Et donc, on va finir donc ce cours par quelques exemples et comment ces anomalies se manifestent, quel spectre qu'elles peuvent avoir, vraiment très peu d'exemples parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour faire ça. Alors, la clinique des anomalies chromosomiques. En pathologie constitutionnelle, l'essentiel de la clinique, l'essentiel du phénotype est lié à un déséquilibre génomique. Un gain ou une perte. Dans de rares cas, le phénotype peut être lié à une pathologie dite de point de cassure. Et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, en termes d'expression phénotypique, voici les deux situations. Mais l'essentiel, c'est le déséquilibre. C'est pour cela que la CGHRE est devenue l'examen de choix. Parce que l'essentiel étant le déséquilibre, on cherche avant tout le déséquilibre. Voici différentes situations. Là, nous prenons une région du génome. Là aussi, il faut avoir bien compris ça. Nous prenons une région du génome qui peut être petite ou grande. Donc là, j'ai simplifié. Mais ça peut être très très grand avec une combinaison de ce qu'on va voir là. Vous avez donc, en 1, c'est un gène qui est soumis à empreinte parentale. Et cet allèle ne s'exprime pas au niveau de ce chromosome parental, peu importe lequel. En 2,
ces deux gènes ne sont pas sensibles au dosage génique. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être sensible au dosage génique? Ça veut dire que même s'il y en a un qui ne s'exprime pas, ce n'est pas grave. L'autre est capable de faire le job. Donc, pas de problème. Une pathologie liée à une anomalie d'expression de ces gènes ne peut survenir qu'en état de récessivité. C'est-à-dire que les deux allèles ne fonctionnent pas. On dit, par définition, que ces gènes ne sont pas sensibles au dosage génique. Non. Et vous avez des gènes qui sont sensibles au dosage génique. Le 4 et le 5, que j'ai marqué justement par, il y en a un rempli, l'autre vide. Ici, c'est un élément de régulation du gène 5. OK? Voilà